Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe ce médoc, réveillez-vous les gars. La guerre aux méchants là-bas, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pour le service des malades, alors pourquoi faire ce métier? On va se faire tailler en pièces. Pas de panique. Avoir une grande gueule, tu crois que ça suffit? Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau, Madame Irène Frachon, et on va voir comment tu te démerdes. J'arrête, c'est fini. Posez-vous d'abord la question, et si c'était vrai? Voilà, c'est le titre donc de ce film, La fille de Brest, film d'Emmanuel Berco. On l'avait évoqué sur ce plateau il y a quelques mois, et là donc il sort en DVD, en vidéo à la demande. Oui, c'est l'histoire de Irène Frachon, vous l'avez dit, cette pneumologue bretonne qui va découvrir le lien entre ce médicament, le Mediator, médicament antidiabétique, et la mort suspecte de certains de ses patients. Alors, on peut dire que c'est le combat de David contre Goliath, le pot de fer contre le pot de terre, puisqu'elle va se battre contre ce laboratoire puissant, pharmaceutique. C'est vraiment traité par Emmanuel Berco à la façon d'un thriller, parfois un brin didactique, mais néanmoins toujours passionnant. C'est avec l'actrice danoise Sitze Babett-Kunden. Il vient de sortir ce film en DVD et en vidéo à la demande, disponible donc partout dans le monde. Regardez-le, c'est pas sans rapport avec le scandale de la dépakine, bien sûr. Et puis un tout autre film, un documentaire cette fois-ci, s'appelle L'Opéra, réalisé par le Suisse Jean-Stéphane Bron. Et vous nous en parlez, Jean-Baptiste. Oui, Jean-Stéphane Bron, il avait déjà fait un film qui s'appelait Cleveland contre Wall Street, passionnant documentaire sur la crise des subprimes. Et puis plus récemment, l'expérience Blocher, qui suivait vraiment au plus près ce dirigeant d'extrême droite suisse. Alors là, il avait envie de beau, il a été dans l'une des plus grandes institutions culturelles mondiales, l'Opéra de Paris, à la fois la scène du Palais Garnier et l'Opéra Bastille, à la fois le ballet et l'opéra. Alors évidemment, on suit les musiciens, les danseurs, les chanteurs, mais il y a aussi toute cette ruche avec les techniciens, les artisans, l'administration et même la direction. 1000 activités, mais en fait un seul objectif, le spectacle, le lever de rideau. Et c'est ça qui est passionnant dans ce film. Même si on n'aime pas particulièrement l'opéra, c'est d'abord un très beau documentaire de cinéma. On suit notamment le directeur de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, qui était avec nous ici il y a quelques mois, qui n'a pas été gêné, qui a été suivi même dans des décisions parfois un peu tendues. On le voit au téléphone avec Benjamin Millepied, le chorégraphe, qui va quitter ses fonctions. Il y a aussi des moments vraiment truculents, parce qu'il y a des personnages hauts en couleur, des moments émouvants aussi. Vous allez voir ce chanteur russe qui crève l'écran, qui intègre l'Académie de l'Opéra. C'est à ne pas manquer, ce film de Jean-Stéphane Bron, extrait et interview. C'est bon. Le maestro est sur le plateau. Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef. Tellement immense que ça, pour moi, ça faisait société. Avant de faire un film sur l'opéra, je voulais faire un film sur une société, sur un collectif. Et puis après, il y avait ce changement de direction à la tête de l'Opéra de Paris. Et je me dis que ce changement un peu gouvernemental, que ça allait produire des choses, qu'il allait se passer des choses. On n'est pas un concert, on est à l'opéra, justement. L'opéra, c'est un tout. On a les contraintes qui se rapprochent là du côté des syndicats, on a les contraintes qui se rapprochent là du côté de l'État, et avec ça, il faut faire plus de spectacles, des spectacles plus beaux. Il y a l'horizon du spectacle, il faut que le spectacle ait lieu tous les soirs, à 19h30, il faut que le rideau se lève, donc il y a cette urgence-là. Mais au-delà de cette urgence, il y a le fait que les gens doivent travailler ensemble, doivent faire quelque chose ensemble au quotidien, et cet horizon-là, je l'ai trouvé assez beau, il m'a ému. Le cadre temporel du film, c'est 12 mois, mais il y a eu presque 6-8 mois avant de repérage, de casting. Je ne partais pas dans l'inconnu, j'avais au fond déterminé déjà les 5-6 personnages que j'allais suivre, dont Misha Timoshenko, qui est un peu l'étoile du film. C'est un jeune baryton basse qui rentre à l'opéra, qui le découvre, et on le découvre avec lui.
j'aimais bien le masque comique, le masque tragique. Et j'ai essayé aussi que le film il soit dans ces deux pôles-là, à la fois il y a des choses extrêmement drôles parce que c'est un monde un peu excessif, c'est un monde... les gens dans le cinéma croient qu'ils sont fous, mais franchement, voilà, les metteurs en scène d'opéra, il y a un peu un truc qui est sans limite, quoi. On n'est pas assez bourré ce matin. Oh, qu'il fait bon de voir. Hein, ah, regardez. 1, 2, 3, 1. Voilà, et puis on reste à Paris et pas de panique, Jean-Baptiste, pour les Parisiens qui pourraient s'inquiéter ce week-end de voir des hélicoptères militaires dans le ciel de Paris. Oui, ça n'est là encore que du cinéma. En fait, c'est le début du tournage de Mission Impossible 6 avec Tom Cruise. Plus d'un mois de tournage dans la capitale française. Ça a commencé ce matin. Il y a même des affiches dans Paris pour prévenir les Parisiens qu'ils ne soient pas affolés en voyant des hélicoptères militaires un peu partout. Non, non, c'est du cinéma. La ville de Paris qui se félicite de retombées économiques jusqu'à 25 millions. Et le film, lui, sortira à l'été 2018. Merci Jean-Baptiste, et à demain. À demain.